La grande table critique, c'est chaque vendredi un temps donné au débat en compagnie de critiques de la presse. Et d'ailleurs, on se dispute autour de l'actualité culturelle. Aujourd'hui, séries et expositions. La grande table critique. Lucille Como. Aujourd'hui, sous les feux de la critique, de l'amour, de la solitude et diverses paternités. Après le journal à 12h55, 2 expositions seront à notre programme. La rétrospective que le Centre Pompidou à Paris consacre à Georgia O'Keeffe. Et puis Shooting de Kooning au musée de l'Orangerie. Mais pour l'heure, nous parlons de séries. Je suis en compagnie d'Olivier Joyard, critique et réalisateur, et de Raphaël Neuillard, critique de cinéma, entre autres, pour la revue Débordement et les Cahiers du cinéma. Une première pour vous, Raphaël. Bienvenue. Merci. À notre programme, dans quelques instants, Scenes from a Marriage d'Agaï Lévy, mais tout de suite On the Verge, une série 2 et avec Julie Delpy, diffusée sur Canal+. Switching career in your 40s as a woman. Switching careers in your 40s as a woman. You know how you have one of those days and it just feels like everything is collapsing all around you? And then all of a sudden, it's just fine again. Oh my God! Think about Ratatouille. What made him a star? So you want me to be inspired by a male Disney rat? Newsflash, buddy. Your son's moving in. Okay, what's going on? Are you having a heart attack? God, I'm 46, not 96. I'm having a panic attack. How do all of you know each other? I just made out with this guy and I think that he was toothless. 12 épisodes de 30 minutes, certains réalisés par Julie Delpy, les autres par Mathieu Demy, qui joue aussi dedans. Chacun chronique la vie de Justine, chef française d'un grand restaurant, entourée de ses 3 amies américaines. Il y a Anne, styliste qui dépend encore financièrement de sa mère. Yasmine, obsessionnelle qui cherche du travail après s'être occupée pendant 12 ans de son fils. Et Ella, la paumée bordélique qui élève sans argent 3 enfants de 3 pères différents. Le schéma des 4 amis dans la série américaine, on connaît bien. Il y a eu Sex and the City et puis Desperate Housewives. Mais est-ce le même schéma et est-ce vraiment une série américaine? Raphaël Neuillard. Oui, alors je commencerai peut-être pas par savoir si c'est une série américaine. En tout cas, c'est ça tient aussi à la position de Delpy, donc qui est donc à la fois française et américaine, qui vit aux États-Unis, mais qui eh bien, a ce regard, disons, aussi sur la culture américaine qui peut être, disons, en décalage, notamment sur une certaine, peut-être, conformité morale, etc. Bon, elle vient un peu mettre un peu du jeu là-dedans. Et donc, c'est une position, voilà, c'est intéressante. Elle tient aussi peut-être elle se manifeste aussi peut-être dans la façon de filmer Los Angeles. Alors, c'est 4 femmes qui ont des situations sociales relativement privilégiées, à l'exception d'une. Mais il y a assez souvent des apparitions, par exemple, de la grande misère qui frappe Los Angeles à travers des plans de coupe sur les tentes des sans-abri, etc. Donc voilà, il y a aussi ce regard, disons, qui est porté sur la ville et qui est peut-être aussi voilà, le regard d'une Française sur une ville américaine marquée par ces inégalités-là. Olivier Joyard, qu'est-ce que vous en avez pensé ? C'est vrai que moi j'ai un rapport très très ambivalent au travail de Julie Delpy, je crois comme beaucoup de gens finalement, parce qu'elle n'est pas très facile à aimer. Et elle est plus Vous voulez facile... dire sa personne ou ses films? C'est ce qu'elle incarne comme fiction, hein. C'est sa personne de fiction, disons. Je ne peux pas vraiment juger de la personne de Julie Delpy, mais en tous les cas, c'est ça qui m'a à la fois intéressé et parfois un peu mise à distance de On the Verge, qui est cette idée que justement la série est extrêmement cohérente avec son parcours personnel, son parcours artistique, c'est-à-dire qu'elle a toujours mis de la sérialité dans son travail. Bon, elle a été dans Urgence, il y a très très longtemps, je pense qu'il y a plus de 25 ans, peut-être même entre 20 et 25 ans, elle a eu un arc récurrent dans une saison d'Urgence, je m'en souviens, et ensuite dans son travail au cinéma en tant que comédienne chez Linklater, il y a eu cette sérialité des films Before Sunrise, Sunset, et il y a également dans ces films une dimension autobiographique assez permanente qui finalement dresse un portrait d'elle à travers les âges, et je pense que c'est aussi la question de On the Verge, c'est de la prendre à ce moment-là de sa vie et à ce moment-là de l'évolution des formes, je dirais. C'est-à-dire que
en clair, aujourd'hui, pour raconter les histoires qui l'intéressent, elle utilise le médium de la série. Donc ça m'a... C'est quand même... J'ai pas trouvé ça cynique du tout dans sa démarche. J'ai trouvé ça au contraire très cohérent et assez personnel dans la façon dont elle l'envisage. Qu'elle prend très au sérieux les formes dont je parlais. C'est-à-dire que cette forme qui est maintenant extrêmement galvaudée de la série chorale, du groupe d'amis dans une ville américaine, elle la prend pas en cynique, pas en française cynique, disons. Olivier. Non, il y a même un rapport, je dirais. Alors sa grande référence, celle dont elle parle, c'est Curb Your Enthusiasm de Larry David. Je n'irai peut-être pas jusque-là parce qu'il n'y a pas le même projet formel et le même projet autour d'un seul personnage qui englobe le monde comme Larry David et change la vision qu'on a du monde quasiment à travers ses petites lunettes, celle de Larry David. Mais je trouve qu'elle a beaucoup travaillé effectivement presque le genre de la sitcom, c'est-à-dire peut-être plus Seinfeld finalement que Larry David, enfin que Curb Your Enthusiasm. Seinfeld était coécrit par Larry David, co-créé avec Jerry Seinfeld. Et moi j'aime beaucoup dans la série, c'est même peut-être ce que je préfère, c'est ces petites intrigues bouclées, un peu quotidiennes, un peu idiotes, genre le vieux chat qui fait ses besoins sur un canapé, et ça occupe plusieurs minutes d'un même épisode. Ce sont des choses qui sont extrêmement marquées pour moi dans la comédie et la sitcom américaine. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt intéressant qu'elle se plonge dans cet aspect finalement de la récurrence sérielle, parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment énormément de séries, y compris de cinéastes, qui sont des séries simplement ce qu'ils appellent des longs films. Oui, on aurait pu craindre ça et on aurait pu craindre un regard un peu extérieur qui serait le regard français sur la réalité américaine et la fiction qui l'accompagne. Et il n'y a pas seulement des petites excursions morales dans cette série. Voilà, moi, j'avoue que j'étais assez dubitative. Je n'avais pas très envie de la voir. Et puis c'est vous, Raphaël, qui m'en avez parlé. Et j'aimerais bien savoir ce qui vous a intéressé, vous qui regardez beaucoup de séries, quand vous avez commencé. Parce que c'est tellement classique maintenant. On a tellement vu ça, une femme de l'âge de Julie Delpy assise derrière un ordinateur avec une voix off, un chat, une maison typiquement américaine, tout ça, on a beaucoup vu. Oui, alors peut-être que je vois moins de séries que vous, parce que finalement, ce personnage-là de femme de 50 ans n'est peut-être pas si courant que ça. En tout cas, c'est l'idée de la série, et c'est comme ça que la série elle-même se présente, notamment à la fin du premier épisode, où les 4 amis se retrouvent sur la plage et célèbrent dans un moment qui est censé être parfait, le fait d'être amis, d'avoir cet âge-là, etc. Et ce moment de célébration, de beauté, est interrompu par l'arrivée justement d'un SDF qui ramasse des canettes sur la plage. Et ce trait-là, il traduit assez bien au fond le parti pris comique, disons, de la série, qui est de tenir debout, qui serait d'un côté une sorte de réflexion un peu existentialiste, mais en tout cas sur l'existence, et de l'autre, montrer au fond comment cette réflexion est indissociable de quelque chose de plus, de plus bassement matériel, on pourrait dire. Et en l'occurrence, la série se gêne pas de faire circuler, par exemple, une crotte de chat, par exemple, diverses déjections, etc. Et il y a une sorte de comédie de la scatologie qui est assez intéressante, parce que, quand on parlera de la série Scènes de la vie conjugale, on ne peut pas dire qu'on aborde la question du vieillissement sous cet angle matériel-là. Et donc, il y a un rapport au corps, au vieillissement, à la lourdeur des corps, etc., qui est quand même assez intéressant. Sur l'idée de la série chorale, on peut quand même reconnaître à Julie Delpy qu'elle prend ce principe assez au sérieux et que tous les personnages existent, ce qui est pas si mal, même si les moments collectifs où les 4 femmes se réunissent ne sont pas nécessairement les meilleurs. Donc, elle fait exister ces 4 personnages, elle arrive à leur donner une certaine consistance, même si, encore une fois, on pourrait avoir un peu l'impression d'une sorte de panorama, chacun a son problème particulier, et puis voilà, c'est censé un peu couvrir le champ des difficultés qu'on rencontre à cet âge-là. Les personnages existent, et puis par ailleurs, effectivement, il y a quand même un certain souci d'écriture dans cette idée de faire circuler un objet ou un motif comme ça à travers un épisode. Et pour le coup, c'est vraiment une série qui est pensée en tant que série. C'est pas une mini-série bouclée. Voilà. Julie Delpy, d'ailleurs, pense que... peut-être faire une deuxième saison. Voilà, tout à fait. Donc ça aussi, c'est intéressant de penser la suite. Olivier Joyard. Oui, je voudrais juste rebondir sur cette idée de ce qu'elle incarne, c'est la femme de 50 ans, ou les femmes de 50 ans, parce que c'est quand même plusieurs femmes de 50 ans, et c'est, je dirais, presque
à la fois une tarte à la crème des débats actuels autour des représentations dans les séries notamment, mais aussi une réalité, c'est-à-dire qu'en clair, il est plus difficile de monter un film sur ce sujet aujourd'hui qu'une série. C'est, je pense, aussi l'un des points de départ de la réflexion de Julie Delpy, et elle se place dans cette petite fenêtre qui serait pas celle du trash, mais en tout cas le refus de la séduction à tout prix. Moi, je trouve que la série, effectivement, a une allure un peu scatologique, en tous les cas, n'est pas extrêmement... Enfin voilà, c'est pas une mise en valeur des corps d'une façon un peu classique. Il y a très peu de sexe, et puis les hommes sont complètement lamentables. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Le personnage de Mathieu Demy, oui, il prend très c'est cher. L'insupportable mari qui en plus n'a pas beaucoup de talent et qui est... J'aime bien ce côté, on travaille entre voisins, parce que lui a habité très longtemps à Los Angeles, où il avait tourné un film de sa mère quand il était enfant, documentaire je crois en partie, et il était donc il y a aussi dans la série ce rapport à la ville et à le familier, l'étranger, ce qui est français, ce qui ne l'est pas. C'est une série coproduite entre Canal+ et Netflix. J'ai découvert cette possibilité diffusée sur Canal+ en France. Raphaël Neyard, dernier mot. Oui, il y a quand même une scène assez formidable où Julie Delpy, qui joue donc une chef de restaurant, rencontre Julie Delpy, une actrice française qui pour le coup incarne vraiment la version glamour, en gros telle que Julie Delpy aurait été si elle avait poursuivi le rêve d'une carrière hollywoodienne. Si elle avait été Jessica Chastain, en gros. Voilà, et il se trouve que il y a une certaine aigreur chez ce personnage, et elle dit, bon, l'an dernier j'ai failli jouer la mère de Leonardo DiCaprio. Alors c'est d'autant plus amusant qu'il y a 4 ans d'écart entre DiCaprio et Delpy. Mais ça traduit bien aussi, au fond, ce qui s'est passé à un certain moment dans la carrière de Delpy, c'est-à-dire qu'elle a commencé à raconter ses propres histoires, notamment aussi des histoires de vieillissement avec la comtesse, de rapport à l'âge, à son corps, à son image, etc. Et elle prolonge cette veine-là d'une manière qui... pour le coup, me semble quand même assez, enfin en tout cas qui est drôle, très souvent drôle. Et peut-être pas complètement abouti sur la durée, il faut quand même le dire. Enfin en tout cas moi c'est mon avis. Je trouve que les 12 épisodes tirent un peu à la ligne, et là où va la série est peut-être pour moi un peu moins intéressant de là où elle commence. Se réinvente par petits à-coups. Il y a une espèce d'excursion vers le genre avec des scènes de films d'espionnage. Ça, c'est étonnant. Il y a quand même, on sent la capacité à se réinventer au fil des épisodes de cette série qui s'appelle donc On the Verge. C'est une série de Julie Delpy et c'est en France sur Canal+. France Culture, la grande table critique. Lucille Como. La grande table critique se poursuit avec une série qui fait beaucoup parler d'elle, Scenes from a Marriage d'Haggai Levy, scénariste et réalisateur israélien à qui on doit Betty Pool, l'ancêtre de En Thérapie, mais aussi la série américaine The Affair. Produite par HBO, Scenes from a Marriage est un remake de Scènes de la vie conjugale d'Ingmar Bergman qui, avant d'être un film, fut une série diffusée à la télévision en 1973, diffusion suivie d'une augmentation notable des divorces en Suède, c'est du moins la légende. La version 2021 vous donnera-t-elle la même envie de fuir le couple et l'hétéropatriarcat? C'est à voir. Soit Mira et Jonathan, un couple d'aujourd'hui à Boston. Elle a un poste important dans une grosse société qui l'accapare beaucoup. Il est professeur à l'université. Ils élèvent ensemble une petite fille dans une maison cossue. Apparemment, tout va bien, mais la crise sourd. In the beginning of a relationship, everything is thrilling and it's new. Research says that when the woman is the provider and the man is a caregiver, the marriage has a greater chance of success. Huh. Yeah, that Kate? Loud and clear. You just believe as a couple, nothing can hurt you. And then you gradually start to realize that actually anything can hurt you. We're gonna sit here and we're gonna talk as long as it takes, okay? But there's nothing left to say. What is this? What is this thing where we can't talk? This is a place. Do you know how long I've wanted to leave? I'm gonna go out of my mind if I don't leave right now. Right now, like right this second. If I don't leave right now, I know I'm never going to.
Mira, c'est Jessica Chastain, Jonathan, c'est Oscar Isaacs, et Scenes from a Marriage, peut-être avant tout une très grande performance d'acteur, Olivier Joyard. Oui, c'est vrai. Enfin, en tout cas, c'est pensé comme ça par Raghaï Lévy, qui est le créateur de la série. Et que j'ai toujours une certaine tendresse pour les gens qui se mettent la pression tout seuls. C'est-à-dire qu'il attaque quand même un des monuments, alors peut-être moins de la télé que du cinéma, parce qu'en réalité, la version télévisée a été, je crois, diffusée avant tout en Suède. Et c'est la version rétractée de 2h40, je crois, qui est sortie au cinéma et qui a été très populaire en Europe notamment. On peut trouver la version de Scenes from a Marriage sur la Cinétech, la version série, donc les 6 épisodes. Tout à fait, j'ai vu le premier à cette occasion. Et c'est toujours très intéressant d'essayer de comprendre quelle a été la démarche de Raghaï Lévy. Simplement, on peut rappeler peut-être que déjà, c'est un peu la référence de sa vie en tant que scénariste et que créateur, c'est-à-dire que Betty Poole, qui a donné In Treatment ensuite, était déjà extrêmement influencé, selon ce qu'il en disait en tout cas, par Scène de la vie conjugale de Bergman. Et il avait ce désir depuis assez longtemps. Il a été sollicité en fait par l'un des fils, je crois, de Bergman pour travailler à ce remake, ce qui ne veut ni dire que c'est bien ou pas bien, mais en tous les cas, il y a là encore une grande cohérence personnelle dans ce parcours-là. Et du coup, se pose cette question de est-ce qu'on peut reprocher à la série de ne pas être ce qu'elle précisément elle n'est pas, quoi. C'est-à-dire qu'elle ne va pas être aussi bien que la série de Bergman. On ne peut pas reproduire notre expérience de spectateur et même de critique devant ça. Donc c'est toutes des choses que je trouve la série arrive assez habilement à mettre de côté. Raphaël Neuillard. Vous alliez boire, pardon, je vous coupe dans votre élan. Non, je vous en prie. Oui, du coup, là, se pose forcément la question de l'actualisation, en tout cas par rapport à la série de 1973. Alors, la chose la plus flagrante et massive, c'est que l'adultère est le fait, la rupture est le fait de la femme et non pas de l'homme, comme chez Bergman. Donc ça change déjà un certain nombre, disons, de choses dans la dynamique du couple. Ensuite, il y a le fait quand même, à mon avis, le fait, disons, esthétique majeur, c'est de resserrer beaucoup la série de Bergman, qui était déjà qui était déjà très resserrée. Mais là, il y a que 5 épisodes, et l'épisode supprimé entre guillemets par rapport à la série originale, c'est justement celui où on voyait les deux personnages travailler, aller au restaurant, aller à l'extérieur, etc. Là, il y a un côté très très claustrophobique, comme on dit, aux États-Unis, parce qu'on les voit quasiment tout le temps dans un même espace qui est, moi je trouve très anxiogène, à savoir leur maison très sombre, la pluie qui tombe, les couleurs sont très très sombres. Dans The Affair, c'était déjà un peu le cas, je crois. C'est très enfermant et les corps sont filmés très près. Je vous ai coupé la parole, pardon Raphaël. Absolument, non, vous avez prolongé tout à fait vos propos, c'est ce que j'allais dire. Effectivement, c'est assez suffocant. Et donc, voilà, il y a ce parti pris vraiment de resserrer sur le couple. Bon, l'enfant, on la voit vaguement, il y a au premier épisode, il y a un couple d'amis, etc. Donc on resserre beaucoup, et ce resserrement est aussi d'une certaine manière, correspond aussi à un mouvement d'abstraction, d'une certaine manière, des personnages, de leur environnement. Alors vous avez dit que ça se passait à Boston, j'avoue que je n'avais pas du tout saisi que ça se passait à Boston. On a ces scènes qui s'étirent, disons parfois de confrontation, etc., d'explication, mais c'est absolument abstrait de tout contexte, pas simplement parce qu'on ne le voit pas, mais même parce qu'au final, ça fait assez peu l'objet de discussions sérieuses, disons. Et chez Bergman, il y avait quand même un peu ce souci, tout en étant resserré sur un couple, d'aborder la dimension matérielle de la vie conjugale, et aussi émotionnelle, mais les deux en même temps. Et là, c'est peut-être quelque chose qui est un peu absenté, disons, de cette actualisation. Moi, je trouve que c'est assez incarné justement dans les corps, la dimension matérielle, et que par exemple, la question de sa possible évolution en tant que femme, émancipation en tant que femme, peut-être on ne la voit pas dans son environnement proche, mais par contre dans son corps, dans sa manière de porter ses vêtements, dans sa manière d'évoluer dans ce qui est vraiment un décor, c'est montré comme un décor, je trouve que ça
raconte un peu des choses, Olivier Joyard. C'est-à-dire que dans l'inversion genrée des personnages, c'est-à-dire qu'il y a clairement même des scènes où le cadre est le même, dans l'épisode 1 notamment que chez Bergman, mais il a juste mis chaque personnage... dans le lit, les places sont inversées. Et c'est donc ça, c'est un petit jeu comme ça, un référentiel, mais ça en dit évidemment un peu plus long sur le projet, qui est déjà la femme est celle qui rapporte l'argent dans le couple. Clairement, lui, le personnage d'Oscar Isaac, est beaucoup plus, disons, c'est une sorte de prof, un intellectuel, mais dont on le voit pas produire autre chose que de l'affect, quoi, dans la série. Alors qu'elle, on la voit quand même produire à la fois de l'affect, du désir, et on sent que sa vie est en train de se trouver en direct devant nous. Moi, c'est ce qui est assez bouleversant, parce que à la fois c'est le récit d'un délitement, cette série, puisque c'est une série extrêmement difficile qui dit que le couple hétérosexuel heureux aujourd'hui n'existe pas. Je pense que c'est profondément ce que pense Haggai Levy, et je dis le couple hétérosexuel parce que c'est clairement le point de vue de la série qui le dit, que c'est un couple hétérosexuel, c'est un exemple de l'amour aujourd'hui. Et je sais même qu'il a été influencé par le livre d'Eva Illouz, qui est une sociologue franco-israélienne, qui s'appelle La fin de l'amour. et c'est très beau, ces histoires, parce qu'en fait, il parle que de territoire dans son travail depuis le début. Le territoire amoureux, le territoire politique, et comment est-ce qu'on vit ensemble dans un même territoire jusqu'au déchirement. Raphaël Neuillard, je ne sais pas si ça vous a plu au final, j'arrive pas à savoir. Pas non plus. Moi non plus, à vrai dire. Effectivement, sur le personnage de Mira, ce qui est intéressant aussi, c'est que d'une certaine manière, elle envisage parfois, pas tout le temps, mais parfois, notamment au début de la saison, les relations de famille, un peu comme dans les termes du management. Un peu. On sent que voilà, son background professionnel contribue vraiment à percevoir la manière dont elle a des relations avec son mari, ses enfants, etc. Notamment, elle emploie le mot stratégiser pour savoir comment est-ce qu'on va arranger, disons, combiner cette nouvelle famille entre les États-Unis et l'Angleterre. Donc, effectivement, après, pour le coup, il y a une évolution du personnage de Chastain, qui est très repliée sur elle-même, comme ça, assez terne, et puis qui va devenir d'ailleurs de plus en plus séduisante. Et ce qui est presque étrange dans la série, c'est qu'on a l'impression qu'elle est plus jeune au dernier épisode que 6 ans au passé, je crois, dans la fiction. Oui, tout à fait. Donc voilà, il y a une sorte de personnage qui s'épanouit comme ça, effectivement, alors que Jonathan reste toujours le même. Il y a simplement les lunettes qui l'enlèvent ou qui le remet sur son nez. Mais sinon, oui, effectivement, il y a la question du foyer aussi qui est assez centrale. Bon, tout est tourné dans presque tout est tourné dans la maison. Mais cette question du foyer, de la maison, de l'attachement aussi aux objets, qui est évoqué à plusieurs reprises, c'est aussi celui d'une certaine façon de la communauté. Et attachement au foyer et à la communauté qui transite véritablement par le personnage de Jonathan. Alors que Mira, elle éprouve une sorte de détachement. En tout cas, il y a tout un mouvement de détachement chez elle qui correspond là aussi, d'une certaine manière, à son travail, à une sorte de circulation un peu liée à son travail, et au capitalisme, etc. Alors que le personnage de Jonathan, qui est juif, et c'est sans doute lié d'une certaine manière dans la manière de définir le personnage, exprime fortement ce rapport à la communauté. Oui, moi j'ai l'impression que s'il y a un déséquilibre dans cette série et peut-être quelque chose qui accroche un peu, c'est justement peut-être un déséquilibre entre le traitement des personnages. C'est-à-dire que cette espèce de trajectoire d'émancipation, moi j'ai l'impression qu'il lisse beaucoup le personnage féminin, et je trouve que... Alors, c'est peut-être aussi une question d'incarnation. Je trouve Oscar Isaac vraiment génial. Je trouve que le personnage masculin, lui, a beaucoup plus de complexité et est traité dans une véritable complexité, notamment son rapport à la sexualité, qui est en effet très compliqué, vous le disiez, Raphaël, par une enfance vécue, parce qu'il est juif, mais aussi juif orthodoxe, c'est-à-dire qu'il a vécu dans une communauté extrêmement fermée, et que toute sa sexualité et donc son rapport à l'autre s'est construit dans cette espèce de milieu problématique. Et dans l'idée d'en sortir, oui, je crois que c'est aussi la question personnelle de Haggai Levy, qui lui a été éduqué dans cette... et c'est vraiment là le principal apport, je dirais, symbolique qu'il a apporté à la série, c'est-à-dire qu'il a mis beaucoup de sa propre histoire, et pas seulement ses histoires amoureuses, comme on pourrait... Enfin, ça, j'en sais rien, mais en tous les cas, sur cette idée vraiment de la judéité, elle est très imprimée dans la série, et de ce personnage qui s'est construit, effectivement, mais peut-être qu'on est...
il est un peu plus à distance par rapport au personnage féminin, mais malgré tout, je crois qu'il y a aussi la détestation absolue qu'il avait du personnage. Je crois qu'il a voulu adoucir en fait le ton de Bergman, parce que il y a quelque chose de beaucoup moins cruel. Enfin, moins Bergman, cynique. c'est d'une cruauté absolue, et c'est ce qui rend Scène de la vie conjugale géniale, c'est que c'est vraiment extrêmement percutant de ce point de vue-là. Et là, on est plutôt dans une sorte de presque une douceur. Il y a beaucoup de violence, des sentiments, hein, mais je parle du regard sur eux. C'est de la lourdeur. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup chez Bergman, par exemple, il n'hésite pas souvent à cadrer les gens seuls, alors qu'ici, c'est très difficile pour Guy Levy de faire un chant contre chant sans une amorce, sans le corps de l'autre qui touche presque dans l'image le corps de son ex-conjoint. Ça, je trouve ça assez beau. C'est-à-dire qu'on est plus dans une mélancolie de la fin de l'amour que dans vraiment la politique cruelle de la séparation et du dégoût de l'autre presque qui se construit chez Bergman. Quoique dans cette espèce de mise en scène, parce qu'on ne l'a pas dit, mais il y a une espèce d'introduction à chaque fois où on voit les acteurs rentrer sur ce qui est donc un décor et montré comme tel, il y a un côté extrêmement théâtral qui est cruel, puisqu'on a l'impression qu'on les enferme d'un seul coup, que les acteurs, on les balance dans un truc et pour moi, c'est parti. Moins cruel que mélancolique, au sens où il n'arrive pas à les détacher complètement, il les met dans cet espace très restreint, et il essaye de les faire respirer un peu, et je pense qu'il n'y parvient pas. Raphaël Neuillard, un dernier mot. Oui, peut-être sur le dernier épisode, parce que il y a quelque chose, une invention assez belle, qui est de les faire revenir dans leur maison, mais qui n'est plus leur maison. Oui, ça c'est très bien. Et là, il y a quelque chose d'assez fort, puisque justement, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, qui était au fond des scènes étirées, comme ça, qui visaient presque le temps réel, avec des ellipses brutales entre chaque scène, qui invitait justement à essayer de retrouver, au fond, quelle était la nature de leur relation, où ils en étaient. Bien, tout ce travail-là, au fond, a abouti à ce dernier épisode où, d'une certaine manière, on a compris qu'ils n'arriveront jamais complètement à rompre. Et il y a une dimension, disons, mélancolique, mais c'est presque une manière on pourrait dire, de vivre, comme on dit, vivre avec les morts. Là, ce serait vivre avec les rompus, on pourrait dire, qui n'en finit pas, au fond. Ils n'ont pas encore trouvé tout à fait leur manière de vivre à travers ou par-delà la rupture. Et il y a quelque chose d'assez beau dans cette invention du dernier épisode. Scenes from a Marriage de Guy Levy, la série est en cours de diffusion sur OCS. Merci beaucoup à vous, Olivier Joyard et Raphaël Neuillard. La grande table critique se poursuit après le journal. Nous parlerons d'exposition. Georgia O'Keeffe, puis Soutine et de Kooning.